Dans un marché du travail de plus en plus concurrentiel, comment oser un coup de poker pour transformer le processus de recrutement et attirer les meilleurs talents? Aujourd'hui, on va bousculer ce que nous savons et explorer des approches innovantes et audacieuses. Bienvenue dans Cartes sur table, le podcast qui décrypte les stratégies d'entreprise autrement. Aujourd'hui, on s'attaque au recrutement sous un angle disruptif. Et là, c'est la cata. Disruptif, Julien. Disruptif. Oh, j'y arriverai pas aujourd'hui. On va la laisser comme ça. Oui. Comment créer une rupture pour mieux attirer et sélectionner les talents? Pourquoi ce sujet? Parce que 92% des dirigeants considèrent que le recrutement et l'acquisition de talents sont des priorités majeures pour l'entreprise, mais 95% des recruteurs ont rencontré des difficultés de recrutement ces derniers mois et ces dernières années. Alors, pour explorer cette thématique, nous avons toujours nos deux experts, Jean-François et Sabine. Alors, Jean-François, on ne le présente plus, c'est le maestro du capital humain. Et Sabine, c'est la déesse de l'organisation, de l'optimisation des processus. Elle vous fait gagner un temps dingue dans vos entreprises. J'aime bien quand tu dis DS. Ouais, Enfin, il y a ça fait un quelque peu chose de... voiture. C'est, voilà. Tu sais, c'est mon phare dans la nuit, sur l'organisation. Hier, elle a fait un post sur LinkedIn. Elle a fait une cartographie suite à notre entretien avec le MEDEF. Et franchement, je me suis dit, mais elle est vraiment, vraiment ultra performante. J'aurais pas réussi à faire un truc aussi rapidement. Donc, pour placer tout ça, c'est à toi la parole. Jean-François va nous raconter une histoire, mais tu vas l'introduire. Bien sûr. Alors, Jean-François, avant d'entrer dans le vif du sujet, tu voulais nous raconter une histoire vécue qui illustre bien cette idée de rupture dans le recrutement. Oui. C'est à toi. Oui, c'est une histoire qui m'a vraiment marqué. C'était lors le recrutement de notre responsable suivi client. Après 2 échecs et de longs mois de difficultés à recruter, ce recrutement il s'est vraiment transformé en un vrai casse-tête pour moi et pour le manager. Nous cherchions le fameux mouton à 5 pattes qui revient régulièrement. Lorsqu'on fait toujours la même chose, c'est lui qu'on cherche à chaque fois. C'est lui qui coche toutes les cases possibles et inimaginables. Voilà. Comme par hasard, aucun des candidats rencontrés ne correspondait à ce qu'on cherchait, à notre vision. En tout cas, ce qu'on pensait être une vision de notre besoin. C'est alors que j'ai décidé avec le manager de changer de fusil d'épaule et nous avons fait appel à Clément. Alors, on va l'appeler Clémenté. C'est un spécialiste du recrutement dans un cabinet spécialisé, mais un recruteur pas comme les autres. Avec Clément, on a passé en revue notre approche. Ce qu'on disait dans un précédent podcast, c'est vraiment on s'est posé. On s'est mis en réflexion et on s'est posé la première question, est-ce que c'est vraiment logique de chercher un candidat idéal? La réponse a été non. Il n'y a pas de candidat idéal. Et donc nous avons donc mis de côté cette vision figée et puis basta les CV comme critère principal de sélection. On a vraiment mis focus sur les compétences, les forces que pourrait nous amener le candidat, et pas sur son expérience passée et ce qu'on souhaitait et qui nous ressemblait en fin de compte jusque-là. Ok. C'était ça en fin de compte, voilà. Et mettre en avant ses aptitudes d'apprentissage et d'adaptation. Et Pierre A, on va l'appeler A pour pas citer son nom, est apparu. Alors, c'est pas grâce à son CV, parce que le CV, nous, si on l'avait vu passer vraiment dans nos mains avant que Clément nous le propose, je pense qu'il aurait directement été à la poubelle. Il aurait été ce qu'on appelle le classement vertical. Direct. On l'aurait pas retenu. Il aurait été recalé direct. Ok. Parce qu'en fin de compte, il cochait aucune case de notre mouton à 5 pattes. Donc, Pierre, il n'aurait jamais vu le jour chez nous. On s'est regardé avec le manager quand Clément nous l'a présenté et là, on a ouvert grand nos chakras. Parce que là, il fallait. Je le vois Alors, bien. Pierre, voilà, je raconterai la suite, mais voilà. On a fait confiance à Clément. Là, on s'est dit, faut qu'on fasse confiance à Clément. Il nous a dit, non,
On avait fait le travail de réflexion du besoin et tout. On avait, avec Clément, discuté sur notre ADN, l'histoire de l'entreprise, qui nous sommes. Et Clément a dit, par rapport à tout ce qu'on s'est dit avant, tout ce qu'on a échangé avant, je sais que je sais ce que Pierre peut vous apporter pour que vous alliez plus loin. Et on s'est dit, ok, d'accord. Donc on a reçu Pierre. Alors Pierre, il n'avait pas d'expérience traditionnelle qu'on connaissait, hein, jusque-là, à laquelle on avait l'habitude de se faire référence. Non, nous, c'était l'expérience. On se basait vraiment sur les expériences passées, sans regarder ce que la personne pouvait apporter de complémentaire, de supplémentaire à l'équipe et à est-ce qu'on en avait vraiment besoin. Mais par contre, il avait tout le reste, hein. Il avait une capacité d'écoute, il avait un esprit analytique, des compétences transférables. On s'est vraiment positionné sur l'aspect compétences et force à venir pour l'équipe. Et avec une envie communicative. Dans l'entretien, là, on a enlevé tous nos biais cognitifs, hein. Celui qu'on dit, on s'est vraiment ouvert et on s'est dit, ok, on va vraiment, on s'est pas mis pour nous, on a vraiment parlé avec le candidat, pour le candidat. Et on a appris que Pierre était passionné d'Asie et de poker. Rien à voir avec ce qu'on fait, hein, je vous rassure. Parce qu'en Asie, de toute façon, déjà, donc, on n'a pas de clients spécialement en Asie. Et le poker, ben, voilà. L'industrie, c'est tout sauf un coup de poker. Ouais. Hein? Ouais. Généralement, on joue pas la vie d'une entreprise sur un coup de poker. Et Pierre nous a présenté son projet. Lui, Pierre, il avait son projet. Un projet de pouvoir, dans quelques années, faire du business en Asie. Mais avant tout, il voulait acquérir de l'expérience dans le commerce. Donc, on savait déjà que Pierre, il s'inscrivait pas chez nous pour 10 ou 15 ans. Là, c'est pareil. On s'est adapté aux candidats. Mais qu'est-ce qui nous intéressait, nous? C'était Pierre. C'était pas le fait qu'il reste 10 ans, 15 ans. C'était vraiment, c'est ce qui pouvait nous apporter de supplémentaire, sa capacité à nous faire évoluer et faire évoluer l'équipe. Donc c'est ça qu'on a retenu. Aujourd'hui, Pierre, le coup de poker, il est devenu un des piliers de l'équipe commerce. Et il a commencé comme responsable suivi client, et aujourd'hui, il est même responsable commercial de l'équipe. Et donc, c'est là qu'on se dit que il faut oser. Il faut oser la différence. Et comme je dis, il faut ouvrir ses chakras et se placer et se mettre dans la position du candidat, et pas dans une position avec nos biais qui sont propres à chacun. Et c'est ça que je retiendrai de cette histoire, c'est que dès lors qu'on a changé notre manière de penser, en tout cas notre besoin, de réfléchir aux besoins et de se positionner dans l'expérience candidat, là c'est gagnant. Et c'est gagnant-gagnant. Parce que Pierre, lui, c'est ce qu'on disait des nouvelles générations. Lui, c'est un moyen, ce job, pour avoir un épanouissement personnel avec un objectif bien précis derrière, pour être encore plus épanoui derrière. Et nous, notre intérêt, c'est d'avoir quelqu'un qui apporte ces différences. Pas juste un suivi client, mais qui n'apporte rien de différent par rapport à un candidat qu'on aurait pris si jamais on n'avait pas fait de cette manière-là. Donc c'était vraiment, nous, une révélation. Moi, c'était une révélation. Et le manager, je peux l'appeler, c'est Gilda. On s'est regardé après, on s'est dit, là, je pense qu'on a super bien joué. On avait, alors je pourrais le citer 4 sur table, parce que c'est le poker, et pour moi, c'est vraiment la référence du 4 sur table, c'est vraiment ce coup de poker qu'on a réussi avec Pierre. Donc là, vous avez complètement cassé les codes, en fait. On a tout cassé, là. Et ce que j'ai envie de dire, là, à ce moment-là, c'est citer un présupposé de la PNL, c'est si je veux percevoir, j'apprends à agir. Et c'est vraiment ce que vous avez fait, en fait. Vous avez été chercher autre chose déjà en apprenant pour pouvoir percevoir autre chose. Et donc, du coup, vous avez complètement cassé les codes établis. Tu l'as dit tout à l'heure, le recrutement, il était vertical. C'était... Le CV, là, la première fois qu'on a vu le CV, Clément nous envoyait le CV,
sans rien nous dire. Il a envoyé 2 CV, un CV tradi et un CV, c'est le CV de Pierre. Et on les a regardés avec Gilda. On s'est dit, en fin de compte, aucun ne convenait. Le CV tradi, il avait beaucoup trop d'expérience. Ah sûr, il avait un CV béton. Mais on s'est dit non, il y avait trop d'expérience et nous on voulait pas un gars trop d'expérience que aussi et ceux qui ont beaucoup d'expérience à un moment donné pour s'adapter dans l'équipe là aussi ça peut être compliqué. Et le CV de Pierre, on dit mais je sais pas ce qu'on va en faire de ce CV là. Et après on a eu un échange avec Clément et donc on a sa première question, on dit qu'est-ce que vous avez pensé des 2 CV que je vous envoyais. On lui a dit il y a pas grand-chose. Moi je peux vous aider. Et c'est là, en fin de compte, qu'on a changé notre manière de. On a fait confiance à Clément pour nous ouvrir d'autres façons de penser et de recruter. La première question qu'il va me faire, c'est comment explorer des canaux inattendus pour découvrir des talents cachés. Dans vos expériences à tous les deux, là on a vu qu'il y avait l'histoire du joueur de poker et de l'Asie. En plus, ce qui est rigolo, c'est que ce gars est toujours en poste en fait. Oui, toujours en poste. Ah oui, il est bien en poste. Ah oui. Il s'est bien installé dans l'équipe. Je dis, c'est un des piliers d'équipe commerce. Et il est tellement fait, ça fonctionne tellement bien qu'il est passé du suivi client en responsabilité commerciale sur le site. Et puis, ça s'éclate. Et puis, franchement, le manager, voilà. Moi, j'ai connu avant, l'équipe, tous les 6 mois, 7 mois, on se posait la question, mais qu'est-ce qui fonctionne pas dans l'équipe? Voilà, je pense qu'il manquait cette personne-là pour redynamiser l'équipe, pour donner un nouvel élan à l'équipe. Parce qu'en fin de compte, ça a un effet positif sur l'équipe. Alors, on va creuser un petit peu cette histoire-là. Il y avait des canaux inattendus, le côté Asie, le côté poker, mais il y avait autre chose dans le CV? Qu'est-ce que vous avez Il avait un côté entrepreneurial. Je vais pas tout relever son CV, non. Il avait ses expériences. Déjà le fait, il avait passé un temps certain en Asie, et puis il avait monté un business donc en Bretagne. On sentait ce côté entrepreneurial et ce côté envie de faire du commerce. Et le côté relationnel aussi. Il avait un côté relationnel, en entretien. Ça s'est vu tout de suite. On s'est dit qu'on l'a vu. Quand on l'a reçu en entretien, on s'est dit c'est lui. C'est là qu'on a eu la révélation, c'est-à-dire, on s'est dit c'est lui, c'est la personne qu'il nous faut. Parce que le CV n'existait plus. En fin de compte, c'est l'échange qu'on a eu dans l'entretien qui a fait que on s'est dit oui, c'est lui. Alors pour le vendre après à la direction et à la direction générale, il a fallu quand même être persuasif. Parce que c'était pas forcément le CV qui rencontrait le plus de succès au-dessus, mais on a été convaincants. C'est-à-dire que le manager et moi-même, on leur a dit, on est sûr, là c'est vrai, c'est la personne qui nous. Cette histoire, Sabine, elle t'évoque quoi en fait? Alors moi, elle m'évoque deux histoires. Alors pas tout à fait pareil parce qu'on n'était pas sur des postes aussi importants, mais avec 2 entreprises qui avaient qui sont connues sur le secteur, dont une Jean-François connaît très bien, qui acceptaient effectivement des profils qui n'avaient pas l'expérience dans le domaine. Je sais qu'il va valider, mais on pouvait envoyer des profils de cuisiniers, par exemple, pour faire la fabrication de pièces minutieuses. Parce qu'on recherche des compétences transverses. J'avais une autre entreprise qui était sur la fibre, aller sur le terrain pour faire des relevés de fibres, qui prenait des profils qui venaient pas forcément du bâtiment. Ça peut être aussi bien des femmes qu'effectivement des jeunes. Voilà, tout ce qu'ils cherchaient en priorité, c'était les compétences transverses, la motivation et la curiosité. En fait, tu es en train de nous donner la réponse à la question que j'ai posée tout à l'heure, c'est comment explorer ces canaux inattendus? Et là, tu es en train de nous donner, c'est de regarder les compétences derrière les lignes de CV, en fait. Le cuisinier est minutieux. C'est ça, c'est d'aller vraiment chercher au-delà du CV. Et ça, on le dit souvent et de plus en plus, tout ce qui va pouvoir être transférable, mais d'un point de vue personnel, comme l'a fait Jean-François, comme d'un point de vue
expérience professionnelle. Souvent, quand on pose les questions, on évite de parler du privé forcément sur les entretiens. J'avais par habitude, moi, de dire, je vous laisse parler, dites-moi qui vous êtes, j'ai besoin de faire le lien avec vous, parce que si on travaille ensemble, on va être une équipe. J'ai besoin d'apprendre à vous connaître au-delà de votre CV. Et il n'y a pas forcément de jugement. C'est vraiment le fait d'apprendre à connaître la personne et voir ce qu'on peut avoir comme valeur ajoutée derrière un CV. Et effectivement, j'ai rencontré, j'avais eu un profil qui avait un trouble autistique où on a fait un accompagnement précis, où c'est devenu l'un des meilleurs de son équipe sur des travaux publics. Un autre qui avait un gros problème de phobie sociale. Petit à petit, on a réussi à trouver que ce qu'il aimait, c'était être dehors, au milieu des espaces verts. Voilà, c'est des profils peut-être pas aussi hauts, mais qui avaient besoin de sens dans ce qu'ils faisaient et qu'on leur fasse confiance. Donc, on va chercher des éléments au-delà du CV. Si on s'arrête à un CV quand il y a 10, 15 ans de trous, ou même 1 ou 2 ans, des fois, on s'arrête direct. Ce qui est une erreur, en mon sens, si on n'a pas cherché à savoir qui est la personne et qu'est-ce qu'elle peut nous emmener en plus, effectivement, qu'on ne voit pas sur le CV. Alors, en plus, et de différents. Et de différents. Parce que, comme eux, chacun a son parcours, chaque personne a son parcours, et puis, il a aussi certainement des aptitudes à faire telle ou telle chose dans l'entreprise. Et c'est vrai que je rejoins Sabine. Ce qu'on a fait avec Pierre, l'histoire de Pierre, en fin de compte, on l'a reproduit après. On l'avait fait sur des postes production, parce que l'enjeu n'est pas le même. Oui. C'est pas le même même si c'est important, parce que c'est un maillon de la chaîne qui est aussi essentiel qu'un responsable commercial. Mais on le faisait, je le faisais déjà sur des profils de production où la pénurie de candidats avec un CV, des diplômes techniques faisait que on n'a pas eu le choix à un moment donné d'ouvrir nos chakras et se dire faut qu'on aille chercher ailleurs, faire ce pas de côté et dire qui pourrait être en capacité d'apprendre un nouveau métier. C'est la capacité d'apprentissage et l'envie d'apprendre un nouveau métier. Et bien sûr, à un moment donné, comme disait Sabine, on se mettait à la place du candidat. Le candidat parlait de ce qu'il aimait, de ce qu'il aimait pas. Donc on dit tiens, j'aime bricoler, j'ai monté une bécane, j'ai remonté une bécane, j'ai refait une voiture moi-même, tout ça. Et on disait ça, c'est des aptitudes, des capacités qu'on peut mettre au bénéfice d'un poste en production, par exemple. Parce que il va être curieux, donc il va avoir cette curiosité pour apprendre un nouveau métier. Mais au-delà de tout ce qu'il y a dans le CV, parce que souvent les CV, il y a rien dedans, parce que ils ont eu leur vrai, c'est le parcours de la personne. C'est ça. Et en fait, là, on se rend compte qu'on va rencontrer l'humain, rencontrer ses grands drivers, rencontrer ses valeurs, rencontrer ce qui l'anime. Moi, je me souviens d'un responsable maintenance qui a été recruté dans une entreprise qui n'avait pas de diplôme de maintenance, mais quand on a creusé un tout petit peu, le gars avait retapé des voitures de course, était mécanicien embarqué sur des rallyes, et tout ça, ça n'apparaissait pas dans le CV. Par contre, si on regarde le CV, l'entreprise serait passée complètement à côté, en fait. Donc en fait, on se rend compte que on casse les codes, mais on casse les codes en faisant quoi? En allant rencontrer les personnes, en fait. C'est ça. Rencontrer leur histoire, rencontrer leur parcours, et d'avoir cette capacité de se dire, je reprends ce qu'on a dit dans un autre podcast, c'est-à-dire qu'on a un processus installé. On peut, dans le processus, mettre de la créativité pour pouvoir ouvrir, apprendre à percevoir les choses qui vont être des facteurs différenciants. Alors, c'est vrai que ce que je pourrais rajouter, c'est que moi, je prends l'analogie du médecin généraliste et puis des spécialistes. Lorsque vous recrutez pour des postes bien spécifiques, je pense qu'il est essentiel de faire appel à des spécialistes. Comme vous allez voir chez votre médecin, à un moment donné, le médecin, il va guérir une grippe, tout ça, donc il va vous faire le courant, et à un moment donné, vous avez besoin vraiment d'une spécificité.
Et donc là, dans le cadre du recrutement qu'on avait eu pour le suivi client, on a fait appel donc à un cabinet. Et Clément, donc vraiment, c'était spécialiste sur la logistique, commerce et tout ça. Et on s'est aperçu quand même que la personne, là, le recruteur, en l'occurrence, il avait une expertise dans ces métiers-là. Et ça, je pense que c'est important de le souligner. Et également, aller chercher aussi d'autres moyens aussi de recruter. Hein. Donc, aller sur les salons, faire du job dating inversé. Et puis, ce qui marche quand même pas mal, hein, c'est en termes de sourcing, c'est les réseaux sociaux, les réseaux professionnels. Ça, Ouais. c'est voilà. Donc, sans les citer, mais voilà, ça marche très bien. Ça, faut reconnaître, faut ne pas rester dans le recrutement traditionnel. Voilà. Faut oser les pas de côté. J'ai une question, je sais pas si elle est réellement dans le thème d'aujourd'hui, mais avec votre expérience, comment casser les règles d'approche sans CV? Avec toute votre expérience, si vous pouvez nous donner 3 trucs et astuces que vous avez mis en place à travers l'histoire que tu nous as dit qui illustre, alors c'est un épisode un peu différent, mais on parle d'une histoire et de ce que tu en as retiré et ce que tu as pu transposer dans l'entreprise où tu étais. Quelles seraient les 3 choses, Sabine, toi, pour ton point de vue, pour casser les codes d'une approche où en fait le CV, en fait il satisfait pas? Bah, j'ai envie de dire, il y aurait peut-être un peu une marche arrière à faire. C'est-à-dire qu'on peut, si on n'a pas un CV qui est parlant pour une entreprise, c'est de vendre effectivement ce qu'on peut avoir. Enfin, quand je dis vendre, en termes de candidat, c'est de mettre en avant ce qui on est. Et c'est d'aller faire du porte-à-porte. Je l'ai fait avec mes propres enfants et ça a fonctionné en fait. Parce que les entreprises aujourd'hui, elles ont besoin de ce contact. Au-delà du CV, c'est un petit plus. Aujourd'hui, à nouveau, comme ça a été le cas à une époque, ça peut être un élément différent, différenciant également. Donc après, il y a aussi tout ce qui peut être portfolio. Moi, j'ai eu le cas d'un candidat où je recrutais en soudure. J'avais 3 profils, il y avait 2 postes, et il y en a un qui est arrivé avec un portfolio de ce qu'il faisait. Moi, je m'y connais en soudure, comme bien sûr toute personne, bien sûr. Donc le fait de visualiser effectivement ce qu'il savait faire, au-delà du CV, je savais qu'il y avait les habilitations, il y avait tout ce qu'il fallait, mais au-delà du CV, de voir ce qu'il faisait, aussi bien d'un point de vue pro que perso, pour moi, pour valoriser derrière au niveau de l'entreprise, ça a été hyper facile. Ça a été easy, comme on dit. Hein. Ça a été un plaisir d'arriver et de dire. Il avait même fait une vidéo et tout était prêt en fait. Donc obligatoirement, c'était un plus. En plus que c'était innovant, on n'avait pas forcément l'habitude. Et moi, j'ai trouvé ça très intéressant de pouvoir valoriser ses compétences et puis la personnalité de la personne comme ça, quoi. Donc il y a plein de choses. Je pense qu'il faut aujourd'hui pas avoir peur de faire effectivement un CV en vidéo, d'aller directement au contact de l'entreprise, et puis aussi à l'entreprise de peut-être changer sa façon de recruter et peut-être éviter aujourd'hui les annonces à rallonge identiques, de plutôt promouvoir, comme on l'a vu la semaine dernière sur le salon HR, de promouvoir les postes en interne. Donc il y a une mouvance qui est tout à revoir en fait au niveau du recrutement et de la façon dont nous en tant que candidat on peut se vendre, mais aussi l'entreprise peut accueillir les futurs candidats. Et toi, tes 3 trucs Alors que tu donnerais aux entreprises? Le premier, c'est faire confiance à l'intelligence collective, donc faire participer l'équipe dans laquelle on recrute au recrutement. Ok. Ça, c'est la première chose. 2, avoir, on se répète, mais un processus. C'est-à-dire, on peut être créatif, mais dans un processus qui est le même pour tous les candidats. Établi, quelque chose qui est établi, et ça assure l'objectivité des réponses. Et le troisième, moi, c'est plutôt là, c'était une expérience. C'est que donc on avait une première sélection et puis on arrivait en shortlist et donc on informait les candidats qu'ils allaient passer une demi-journée sous un format vie ma vie dans l'équipe inside. Ils passaient une demi-journée et nous notre idée c'était de casser ce jeu de rôle. Parce que, en compte, les recrutements, les entretiens de recrutement, c'est du théâtre. C'est-à-dire, chacun veut être le plus beau. L'entreprise veut être la plus belle possible. Oui. Pour pouvoir capter l'attention du candidat. Et le candidat, il veut être le plus beau possible
pour capter l'attention de l'entreprise. Et nous, on veut cette manière de faire, c'était vraiment pour casser ce jeu de rôle et se dire, voilà, s'il y a des choses, là, vous vivez une demi-journée avec nous, et on vit une demi-journée avec vous. Ok. Dans l'équipe. Et ça, c'est très fort. Et la personne se dit, waouh. Souvent, les retours qu'on a eu, c'était waouh. Vous prenez le temps de faire ça. Vous prenez le temps de faire ça. Une demi-journée pour chaque candidat qui était en shortlist. Donc, souvent, on en avait 2 ou 3. Et on faisait le même processus pour tout le monde. Ce qui permet d'avoir des indicateurs Des fiables. indicateurs fiables. Et en fin de compte, on fait un retour d'expérience du candidat. Et là, déjà, la passer une demi-journée avec l'équipe. Déjà, l'attention, le stress d'un entretien classique, s'en va. Parce que là, il va poser des questions avec la personne dans l'équipe, tout ça, qui va remplacer et tout. Il va discuter avec les autres membres de l'équipe. L'équipe va voir qui c'est, comment il réagit interagit avec les équipes et tout, s'il pose des questions et tout. Et donc, on a une remontée d'informations phénoménale, aussi bien du candidat que de l'équipe. Et ça vaut tout un entretien, ça vaut tous les entretiens classiques qu'on peut faire par ailleurs. Moi, c'est vraiment c'était une marque de fabrique de chez nous. Ouais. Là, tu viens vraiment de donner 3 outils, comme Sabine, 3 astuces à mettre en place qui font gagner du temps, qui prennent du temps. Qui prennent du temps, mais qui sur le long terme qui vont faire gagner du temps. On va conclure cet épisode. Donc, on a vu qu'aujourd'hui, provoquer une rupture dans les recrutements, c'est pas juste un effet de style, c'est une véritable stratégie pour attirer les meilleurs talents et fluidifier les processus et améliorer la marque employeur. Si vous avez une petite phrase à dire pour conclure, c'est le moment. Alors moi, je dirais que les candidats, ils attendent beaucoup plus qu'un simple entretien classique. Ils attendent vraiment une expérience qui leur donne vraiment envie de rejoindre l'entreprise. C'est ça qu'il faut retenir. C'est pas juste de dérouler, une pièce de théâtre. Et souvent, le vrai potentiel réside là où on ne l'attend pas. Oui. Et ça, c'est essentiel. Et le grand frein au recrutement, c'est trop souvent notre propre vision rigide. Et voilà, c'est ça qu'il faut amener à faire évoluer. Et pour moi, c'est un peu ce que j'ai dit tout au long de la discussion, c'est vraiment mettre plus d'innovation, de transparence et de lien avec la personne, donc plus d'humain dans le recrutement. Voilà. Eh bien, si cet épisode vous a inspiré et surtout vous a amené à repenser vos pratiques de recrutement, laissez-nous 5 étoiles sur votre plateforme au moins préférée. Partagez cet épisode sur les réseaux. Merci de votre écoute et à très bientôt dans Cartes sur table. À bientôt. À bientôt.